Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode autour du vélo cargo. Donc comme on aime vivre dangereusement, eh bien aujourd'hui on fait notre premier tournage en extérieur, ce qui pose un certain nombre de questions techniques que nous avons cherché à résoudre. Alors merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui à Amiens, c'est notre quatrième étape. Nous étions hier soir proche d'Abbeville. Ce matin nous avons fait la route le long du chemin de halage et nous sommes posés ici au parc de la Hautoy ou du Hautoy ? Au parc de la Hautoy, donc à Amiens. J'ai autour de moi 4 invités qui vont se présenter dans un instant. Pour nous retrouver, vous savez, vous commencez à savoir, il s'agit d'une chaîne YouTube, La France à vélo cargo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux Insta, Facebook et sur LinkedIn, toujours La France à vélo cargo et notre site lafranceavelocargo.fr pour tout savoir sur toutes les étapes du tour et n'en manquer aucune. Donc on lance tout de suite la discussion autour du vélo cargo avec nos 4 invités. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Léo. Je suis coursier à vélo depuis 2023 pour Bifast, donc on est une petite coopérative sur Amiens. Voilà. Ok, super, merci. Louis Collot, moi je suis artisan dans le bâtiment, je fais l'électricité, de la plomberie puis de l'isolation placo. Voilà, je suis artisan depuis 2018 et là c'est assez récent, ça fait 1 mois et demi que je suis en full en vélo pour mon activité quasiment, donc voilà. Très bien, merci. Et moi c'est Joséphine Hall, je suis salariée et cofondatrice d'une association qui s'appelle Les Recyclettes, qui a été créée en 2020 et qui a pour objectif de rendre accessible le compostage à toutes et tous. Et une de nos activités c'est la collecte à vélo des biodéchets des professionnels de la restauration. Et donc on a un vélo avec une remorque assistance et l'année dernière on a collecté 61 tonnes à vélo. Super, merci. Et bonjour, moi c'est Clément, donc je suis coursier depuis 2020 et j'ai rejoint Bifast et je travaille avec Léo. Moi j'ai rejoint Bifast en 2021. Ok, super. Alors, la tradition presque, en tout cas la petite routine qu'on a dans cette émission autour du vélo cargo, c'est de questionner finalement quelle est votre pratique du vélo au quotidien, sur quoi vous roulez, depuis combien de temps le vélo fait partie de votre vie quotidienne, si c'est le cas, parce que c'est pas toujours le cas. Donc on refait dans le même tour, le tour dans le même sens. Moi du coup j'ai toujours plus ou moins fait du vélo. Déjà quand j'étais au lycée, même après à la fac, je me déplaçais à vélo tout le temps. C'est devenu une pratique un peu plus sérieuse juste après le confinement. J'ai toujours eu des vélos un peu merguez que je trimballais et puis je me suis dit faudrait que j'ai quand même un vrai vélo pour rouler, faire du kilomètre. Donc j'ai commencé à faire du kilomètre du coup aux alentours de 2021 quoi. Et c'est à ce moment-là plus ou moins que j'ai rencontré les gars de Bifast et que je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Voilà. Alors le vélo merguez, tu m'expliques Le vélo merguez, c'est le vélo à pas cher que tu as trouvé et que tu rafistoles histoire qu'il tombe pas en ruine. Voilà. Et quand tu as laissé la merguez, t'es passé à quoi ? Alors je suis passé à une merguez de luxe. Donc j'avais retrouvé un vieux 4 de VTT Peugeot des années 90 que j'ai gravelisé en gros. Donc j'avais tout racheté les pièces autour pour en faire un beau petit montage, un truc un petit peu sympa quoi. D'accord. Que j'ai craché dans une bagnole 2 ans plus tard. Voilà. Et aujourd'hui, tu roules avec quoi ? Alors aujourd'hui, pour mon boulot, je roule avec un Omnium Cargo V1. Belle bête, on emporte plein de trucs avec ça. Et au quotidien, j'ai un Santa Fixie Wild, donc c'est un vélo de traclocross. Et voilà. Super, merci. Donc moi je suis cycliste pareil depuis toujours, depuis que j'ai l'âge de rouler tout seul à vélo, je me balade en vélo, donc ça a toujours été une pratique au quotidien. J'ai effectivement également longtemps roulé avec une merguez également, je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas. Après ça j'ai eu un premier vélo de ville dont j'ai pété le cadre à force de le charger, et là je roule avec un vélo hollandais, qui est très 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 lourd mais du coup très robuste, et pour travailler j'ai une remorque plateau. C'est un modèle X large de Carry Freedom, c'est un truc qui est assez du coup polyvalent, on met un peu ce qu'on veut dessus et qui me permet de bosser au quotidien, de mettre les outils, j'arrive même à charger l'échelle, escabeau, donc voilà, assez pratique quoi. Ok, merci.
Joséphine. Moi, je fais du vélo vraiment régulièrement depuis que je suis étudiante, depuis 2013, je pense. Enfin, j'étais étudiante avant, mais quand je suis arrivée à Lille, en fait, notamment pour des questions de sécurité, en fait, me déplacer à vélo, c'était un moyen de. Quand il y avait des roulous, j'étais vite partie, en fait, le temps qu'ils captent que j'étais là. Et ensuite, quand je me suis retrouvée à Amiens en 2019 et que s'est posé la question de créer une activité professionnelle, le fait de le faire à vélo, ça avait vachement de sens. Et donc ça a un peu confirmé derrière le fait de vraiment tout faire à vélo aussi dans ma vie perso. Aujourd'hui, j'habite à 10 km d'Amiens et je fais de la multimodalité. En fait, je prends le TER avec mon vélo. Voilà. Et au quotidien, chez les Recyclettes, pour toute la partie atelier, animation, formation, on a des vélos de ville et des bergamons. Et pour la collecte, on a chacun des vélos à notre taille, parce que du coup, on est des filles principalement de tailles différentes. Donc ça nécessite parfois des petits aménagements pour que tout le monde se sente en sécurité. Et on a plusieurs remorques Carla Cargo. Voilà, qui nous permettent de motoriser, qui nous permettent de transporter jusqu'à 200 kg de biodéchets à la fois. Ah, pardon, tu disais, quand je suis arrivé à Lille, je me suis senti plus en sécurité. Tu étais où avant ? Avant, j'étais à Tours, D'accord. en Indre-et-Loire, Ouais. et voilà. Ok. Où je faisais pas de vélo, je prenais les transports et je faisais beaucoup de marche à pied en fait. Je faisais beaucoup de choses à pied. D'accord. Très bien. Merci. Moi, je suis un peu dans le même cas que les garçons. Ouais, team merguez longtemps. Aujourd'hui, moins merguez quand même. J'ai un route, un Bianchi. Après, j'ai un gravel, un vieux cadre de cyclocross qui veut pas tenir droit, mais ça marche. Et sinon, au quotidien, vraiment, c'est le bullet. Ton vélo, vos vélos, c'est musculaire. Ouais. Ok. D'accord, on y reviendra. Ok, super. J'avais une question, mais je l'ai oublié, ça va me revenir à un autre moment. Ok, très bien. Aujourd'hui, donc, à Amiens, comment ça se passe, la vie à vélo ? Alors, d'une façon générale, dans vos vies personnelles, mais pour travailler à vélo, quelles sont vos premières impressions, comme ça, en tout cas, les premiers éléments qui vous viennent en tête quand on vous pose cette question ? Comment ça se passe aujourd'hui à Amiens pour travailler à vélo ? On recommence on va faire des tours. Vous pouvez la prendre, la parole. Dans l'ensemble, ça va. C'est une ville qui est quand même plutôt calme, plutôt cyclable. Ça dépend des endroits, ça dépend des heures, etc. Il y a des choses qui sont vraiment pas très bien foutues, mais on voit quand même qu'il y a des changements qui vont dans le bon sens. Après, il y a une actualité d'il y a quelques mois qui a fait un petit peu grincer des dents beaucoup de personnes, et notamment nous les pros à vélo. Donc il y a eu l'interdiction de la zone piétonne pour les cycles en fait. Il y a évidemment, ils ont mis quand même une dérogation pour les vélos cargo en livraison. Mais ça ne comprend pas tous les travailleurs et travailleuses à vélo. Notamment, on pense à nos camarades des plateformes qui doivent mettre pied à terre également. Donc il y a ça, et surtout, ça c'est une chose, mais en réalité, la zone piétonne, nous, de toute façon, on essaye de l'éviter au maximum parce que c'est évidemment pas ce qu'il y a de plus confortable pour rouler. Mais la raison pour laquelle on y passe, c'est qu'en fait, les rues alentours sont pas forcément... sont parmi en réalité les moins cyclables parce qu'il y a vraiment un truc à réfléchir au niveau de comment aménager en fait ces rues qui tournent autour du centre-ville piéton, parce que au niveau du trafic voiture, c'est très bizarre en fait la manière dont ça se meut et dont on peut nous en tant que cycle fonctionner avec ça, quoi. Voilà. Ce sont des rues avec circulation, avec parking. C'est des rues avec circulation, avec parking. Du coup, c'est souvent des voitures qui vont rouler au pas pour chercher des stationnements. Donc, il y a des arrêts réguliers, des choses comme ça auxquelles il faut garder l'œil. Le tout avec des doubles sens cyclables qui sont parfois pas très bien respectés, justement parce que les gens sont plus à regarder, à chercher un stationnement plutôt qu'à regarder s'il y a un cycliste qui arrive en face. Ce genre de truc. Voilà. Et tout le centre-ville piéton dont tu parles, il est en zone 30 depuis quelques mois. Et pour compléter ce que tu dis, je vais passer la parole à mon voisin, mais il y a un enjeu aussi sur Amiens où ça a été une ville qui a été énormément bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a eu énormément de parkings sauvages suite à cette période-là, quand la voiture s'est développée dans les années 50. Et en fait, là, petit à petit, la ville regagne des espaces qui étaient dédiés à la voiture.
Mais du coup, ça prend du temps. Donc il y a plein de choses qui ont été faites. Enfin, plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a encore une marge de progression assez importante. Il y a un plan vélo qui existe. Mais en fait, on arrive un peu à la phase où si on veut gagner de l'espace pour les vélos, il faut en enlever à la voiture. Et c'est là où il y a confrontation, un peu, je pense. Et on est à 1 an des élections municipales, donc il y a des enjeux qui nous dépassent un peu, nous, professionnels à vélo. Mais pour le coup, là, l'équipe municipale, il y a une stabilité dans le temps depuis un certain temps, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'alternance ou, Non, c'est le 2e mandat de suite, si je dis pas de bêtises. Et c'est la même chargée de mission à la mobilité douce depuis 10 ans. Et du coup, elle travaille avec les élus, ça fonctionne bien. Ouais. Mais c'est long, ça coûte cher, et du coup, c'est des choses qui avancent doucement. Okay. Moi j'apporterai un petit bémol quand même. Moi je trouve quand même qu'on a un problème de cohérence du réseau. En fait, on a des aménagements qui sont très très beaux sur une portion, super bien foutus, et arrivé au bout, on se retrouve en fait à pas savoir où aller ou à pas savoir comment rejoindre l'autre aménagement de l'autre côté du carrefour. Voire en ville, on a des endroits où il y a 2 aménagements qui se superposent. Il y a des carrefours où il y a un nouvel aménagement qui a été peint sans enlever l'ancien, donc du coup on se retrouve avec 2 trucs sans savoir trop de quel côté on va. Donc effectivement ça avance, on a quand même des choses qui sont chouettes, et voilà, de plus en plus on a quand même un réseau qui permet de se déplacer tranquillement, mais on a pas mal encore d'incohérences comme ça, de trucs où on se retrouve un peu planté, voilà. Et en plus quand moi je me rends compte là surtout depuis que je suis passé avec la remorque, et puis vraiment c'est que autant quand on a un vélo, juste avec le vélo on arrive quelquefois à changer d'itinéraire, à monter un trottoir, etc. Quand on se balade avec la remorque et le matériel, ça devient un peu plus compliqué quand on se retrouve avec un truc incohérent et qu'il faut bifurquer, ouais. Voilà. Okay. Donc, oui, puis il y a un autre point aussi, c'est que sur les avancées, là ils sont en train de faire des travaux justement en haut de la route de Paris pour pouvoir aménager un truc pour les vélos, sauf qu'ils l'aménagent à l'endroit où il y avait l'ancienne piste cyclable, et maintenant qu'ils font les travaux, il n'y a plus de piste cyclable, mais il n'y a plus rien. Ou alors on passe soit en dessous le pont, mais alors là, faut être chaud. faut aimer le danger, soit après là, dans les travaux, quoi. Mais il n'y a rien du tout qui est aménagé pendant les travaux. Le parc de la Haute-Oie dans lequel on est aujourd'hui, il est en train d'être réaménagé. Donc ils ont fermé un axe qui traversait. Il y avait quasiment 2 fois 2 voies au milieu du parc qui a été fermé. Ça a été le sujet de beaucoup de discussions, d'une expérimentation l'été et l'automne dernier. Donc là, l'axe est fermé juste derrière nous. Et là, ils font des travaux. Donc jusqu'ici, on pouvait passer. Il y avait un double sens cyclable qui avait été aménagé, etc. Après le confinement, ils avaient fermé une voie. Et là en fait ils font des travaux, donc l'axe est en train de changer. Ils ont mis des gros blocs béton à l'entrée, et nous avec notre remorque on passe pas, et donc on est obligé de monter sur le trottoir, de dire pardon les piétons, on prend votre espace. Et dès qu'il y a des travaux, c'est ce que tu disais, en fait on n'a pas d'espace en sécurité, alors que c'est des moments où on est encore plus en danger, puisqu'il y a moins d'espace pour les voitures, ça génère des ralentissements, du coup les automobilistes sont un peu plus tendus, et du coup ça génère des conflits dans ces moments-là. D'autant que la réflexion que je me fais, c'est que je me dis ça viendrait à l'aide de personne de fermer une voiture sans avoir de déviation ou sans avoir d'itinéraire prévu, quoi. Ouais. Oui, donc il y a encore un oubli parfois de prise en compte. Oui, complètement. Et au-delà des travaux qui sont entrepris, des aménagements qui sont réalisés, le côté pédagogie justement, le côté communication vis-à-vis de la population cycliste pour leur dire voilà ce qu'on est en train de faire pour vous, mais aussi vis-à-vis des gens qui ne sont pas cyclistes pour leur expliquer est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui est fait ou est-ce que peut-être c'est un angle mort, ce qui fait que les choses sont réalisées sans qu'on comprenne très bien et qu'on puisse vraiment anticiper. Là encore. Là, tous les aménagements qu'ils sont en train de faire de Paris, ils ont mis des aménagements. Ici, on améliore la sécurité des cyclistes. Enfin, je ne sais plus comment c'est écrit, mais donc ça, ils le verbalisent, ils l'écrivent sur les espaces. Après, il y a Mai à vélo tous les ans, qui est un gros support de communication pour la collectivité, de dire, en gros, adopter le vélo pour un mois, adoptez-le pour la vie, quoi. C'est un peu, il y a plein d'événements. Et sur le reste de l'année, c'est plutôt du one-shot sur des petites actions ici ou là, mais il n'y a pas forcément, à part Mai à vélo, c'est vrai qu'on voit pas. Après, il y a plein d'actions qui sont mises en place. Il y a des vélos en libre service, il y a des vélos en location aussi longue durée à la ville. Enfin, il y a quand même plein d'actions qui existent. Mais c'est vrai que par rapport à des grosses villes qui ont des spots publicitaires vidéo, par exemple, vraiment de promotion du vélo et de dire changer vraiment de mode de transport, on n'a pas ça, par exemple. Je me posais une question. Alors, pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, aussi la manière dont ils communiquent ils communiquent très peu finalement sur justement les travaux d'aménagement.
Généralement, on va avoir un petit billet dans le journal de publi information de la mairie, ce qui est bien, hein, mais j'ai l'impression que des fois, ils nous font un petit peu du chaud-froid, justement, entre on fait des aménagements pour le vélo et regardez comment c'est vachement bien, et puis de l'autre côté, on stigmatise un petit peu les vélos sur les zones piétonnes, les choses comme ça, l'accidentologie, oh là là, Donc voilà, c'est un petit peu étrange la manière dont justement ils jouent un peu sur les deux tableaux faites du vélo mais faites pas les cons avec. Voilà. C'est-à-dire il y a des choses qui sont faites pour faciliter la vie des cyclistes, mais il n'y a pas non plus un parti qui est pris de dire le développement du cyclisme, du vélo va se faire avec une réduction de la voiture et on assume ce positionnement. Exactement. Et on fait en sorte que donc on veut un peu ménager la chèvre et le chou c'est ça. Et souvent c'est la chèvre qui gagne. D'accord. Oui, la question que j'allais poser, c'était, tu disais que tu habites à 10 km à l'extérieur, parce que là on évoque des choses qui sont quand même assez centrées axées sur le centre-ville. Quid de la circulation un peu à l'extérieur de la ville? Est-ce qu'il y a un prolongement de ce qu'on vient de se dire, ou est-ce que c'est mieux, ou est-ce que c'est pire? Moi j'ai eu le privilège de pouvoir choisir une commune où ça c'était un des critères, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une gare avec des trains qui passent plusieurs fois par jour, qui me permettent de mettre mon vélo dedans, notamment quand j'ai le vent de face, qu'il fait froid, qu'on a la flemme, enfin voilà, on reste des humains. Et donc j'habite à Illy-sur-Somme, donc c'est à 10 km à l'ouest d'Amiens, vous avez dû passer devant chez moi je pense, et le long du chemin de halage. Donc du coup j'ai le choix, soit je prends le chemin du halage tout du long, soit à Dreuil je peux récupérer la ville, et là il y a une piste cyclable, sauf sur la route d'Abbeville qui est un axe assez central de la circulation à Amiens, où il y a une voie de voiture dans chaque sens et une voie de bus où les bus s'alternent selon les espaces, et du stationnement assez important sur cette voie-là. Donc cet axe-là, aujourd'hui, il n'est pas prévu dans les prochains travaux du plan vélo. Or, c'est un axe qui est central en termes de circulation. Enfin, moi, je le vois pour le prendre aux heures de pointe parce que c'est plus rapide. En fait, je gagne 2 ou 3 km et que en fait, j'ai envie d'arriver vite au travail et de rentrer vite chez moi le soir. Mais du coup, c'est facteur de conflit avec les automobilistes parce que à l'heure de pointe, ils sont en embouteillage et en fait, ils nous doublent, ils sont un peu énervés, etc. Et donc, il y a de la mise en danger à cause de ça. Dès qu'il y a des axes, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, il y a des aménagements. Ça s'arrête à un rond-point parce que peut-être on ne savait pas comment gérer le rond-point, donc c'était plus facile de s'arrêter avant. C'est des aménagements qui datent. Et puis après le rond-point, il y a un petit bout de piste cyclable qui s'arrête avec... il y a un petit panneau, partager la route. Bah oui, ok, mais bon, moi, j'ai pas de carrosserie en fait. Donc je prends toute la voie, ou le tiers de la voie que je considère doit être le mien pour être en sécurité. Mais régulièrement, je fais ça aux automobilistes en mode, en fait, c'est 1 mètre pour me doubler, quoi. Et vous avez le droit de dépasser la ligne pointillée, ça va aller en fait, il va rien se passer, quoi. Et ça peut être facteur un peu de stress et de tension avec l'automobiliste sur les trajets perso en fait. Et justement, est-ce que les uns et les autres, est-ce que vous voyez une différence d'attitude des automobilistes selon que vous soyez sur un vélo classique ou sur un vélo un petit peu plus encombrant avec une remorque ou autre? Ouais, clairement. Enfin, moi, je vois que la remorque, clairement, quand on est dans les heures de pointe, je suis en remorque en musculaire pour peu que je sois dans une montée où je sois vraiment pas vite. Et là, franchement, les mecs, quand ils doublent, on sent qu'on les a bien embêtés avant et qu'il faut vite passer, quoi. Donc, quelquefois, c'est un peu compliqué. J'ai régulièrement des rabattages sur le vélo parce qu'ils sont passés la remorque et puis pouf. Donc, on sent que c'est vite un peu compliqué quand il n'y a pas d'aménagement et qu'on n'a pas la place. Mais surtout effectivement le fait de la remorque, je vois quand je roule beaucoup avec les enfants le week-end, on a à peu près les mêmes vitesses, mais comme il y a les enfants là, c'est plus cool, et du coup on a une autre attitude des automobilistes, quoi. C'est le week-end, oui. Je sais pas si tu veux. Nous après au niveau personnellement, moi je me sens plus en sécurité avec mon vélo cargo, dans le sens où déjà on est un peu plus massif sur la route. On a un énorme caisson jaune bien visible à l'avant. Et généralement, les voitures ont un peu moins envie de se frotter à nous. Disons que le métal est un peu plus proche de la carrosserie si jamais ils se mettent à faire des dingueries. Donc oui, évidemment, je pense que le vélo cargo, c'est un truc qui est un petit peu sécurisant à ce niveau-là, parce qu'on sent que les automobilistes font quand même plus attention. Voilà.
peut-être pas forcément par attention, mais juste de dire ça va me faire plus de dégâts si je... Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça, effectivement. Mais du coup, ouais, effectivement, moi, des fois, la manière dont je circule, en fait, elle va différer de si je suis sur un vélo classique sur un vélo cargo. Sur un vélo cargo, je vais faire en sorte de prendre plus d'espace, de jouer sur le côté je suis visible, je suis gros, je prends ma place. Là où sur un vélo classique, je vais partir du postulat que personne ne m'a jamais vu et du coup avoir une conduite qu'on pourrait dire plus individualiste, quoi, où je vais vraiment être sur la défensive et faire en sorte d'éviter tout ce qui pourrait être dangereux. Je suis en train de constater que on a fait un très rapide tour de table où vous êtes présenté, mais c'était vraiment très succinct. Est-ce qu'on peut refaire ça? Est-ce qu'on peut commencer avec Joséphine pour que tu nous expliques en quoi consiste ton activité, comment elle a commencé surtout, et qu'est-ce qui vous a donné envie ou l'opportunité de passer au vélo? Donc nous, quand on a lancé l'activité avec Olivia, qui était mon associée en 2020, elle est partie en 2023 de l'association. En fait, au départ, moi j'ai eu une période de chômage où j'ai eu le temps d'ouvrir un peu mes chakras en termes d'activité professionnelle, et j'ai découvert l'activité de Cycle, qui est à Strasbourg, qui fait de la collecte à vélo de biodéchets. SIKLE, tout à fait. Donc nous, à côté d'eux, on est des petites joueuses, puisque eux, ils collectent 14 tonnes par semaine, nous on est à 2 à peu près. Et eux, ils font vraiment tout en vélo remorque comme nous. Et donc j'ai été passer 2 jours avec eux pour tester et tout ça, donc découvrir aussi tout le derrière, parce que nous, on se déplace à vélo, mais on collecte des biodéchets, donc on laisse des bacs d'une 30aine de litres chez les restaurateurs, les bars, les traiteurs, les établissements scolaires. Et on vient les collecter entre 1 et 5 fois par semaine. On leur échange les bacs pleins et sales contre des bacs vides et propres. Et donc ensuite, on va déposer les biodéchets en méthanisation. On compostait jusqu'à peu et on a changé de mode de traitement il y a 1 mois et demi à peu près. Et ensuite, on va laver les bacs du coup et on range notre matériel dans notre local qu'on partage avec Bifast depuis quelques années. Ça va faire 2 ans presque. Ouais. Mais du coup, voilà, l'idée au départ de l'activité, c'était vraiment en fait, aujourd'hui, la collecte des biodéchets ou des déchets tout court, c'est en gros camions qui ont des gros volumes de tonnage et tout ça, avec un monsieur tout seul qui conduit. Souvent un monsieur, des fois ils sont 2 ou 3 quand il faut vider les poubelles des particuliers. Et donc nous, l'activité, on voulait vraiment la faire à vélo assez vite. Enfin, en fait, moi je me voyais pas conduire un gros camion, ça avait beaucoup moins de sens. Et il y avait ce truc de la logistique en centre-ville, parce que nous on collecte beaucoup de bars, restos du centre-ville qui ont des toutes petites cuisines, donc ils n'ont pas la place de stocker un bac poubelle important. Donc il y a aussi ce côté service pratique. On vient chercher les poubelles quasiment jusque dans la cuisine pour la plupart des clients. Et il y avait aussi le truc de, nous on peut collecter jusqu'à 200 kg en vélo, des fois on est un petit peu au-dessus. Et en fait, quand tu peux collecter 200 kg, enfin déplacer 200 kg en vélo remorque, tu peux faire beaucoup de choses en fait à vélo. Mais quand on a démarré sur Amiens en 2020, on a démarré à peu près en même temps que Bifast, on était dans le même incubateur au même moment. On n'était pas très nombreux, quoi. On était 3-4. Il y avait un brasseur qui existe toujours, qui fait des livraisons à vélo. Et il y avait un gars qui collectait les cartouches d'encre usagées dans les administrations et tout ça en vélo électrique. Qui est toujours, je crois, ouais, la petite boucle qui continue. Ouais. Et il y avait PP Transport et il y avait le gars qui lave les vitres à vélo, Plécostomus. Mais on n'était pas très nombreux, quoi. Et donc là, c'est chouette de voir qu'il y a le plombier à vélo, il y a toi qui se lance et tout ça. Mais ouais, au début, c'était pas évident. Et puis le Covid est arrivé très vite. Nous, on a démarré en janvier 2020, on a eu le Covid en mars. Donc forcément, ça a impacté un peu nos activités. Et du coup, on a développé des activités de sensibilisation autour de la question des déchets en général, du compostage, de se former à la gestion des déchets. Donc on a aussi cette dimension de sensibilisation, de traitement des déchets, et puis vue un peu globale, et qui est en fait en lien très proche avec les services de la collectivité, puisque la collecte des déchets des citoyens notamment, c'est une compétence de la collectivité. Donc autant les professionnels, c'est pas leur truc, mais... Donc il y a aussi ce lien qui se fait avec les services de la collectivité sur la question des déchets des particuliers. Et donc nous, on fait notre activité à vélo, donc on vient aussi dans des réunions de comité technique vélo et tout ça, où on nous présente les aménagements à venir et où on peut dire, bah là, en fait, ce truc-là, c'est pas ouf.
Qu'est-ce que vous allez faire quand ce sera les travaux? Enfin, ça permet de poser un peu des questions. Quels sont tes interlocuteurs? Parce que tu as dit donc dans ce que tu as dit, j'ai compris que la collecte des déchets des entreprises ne relevait pas de la compétence de la. Donc qui s'en occupe et qui vous mandate en fait? Alors il y a, en fait aujourd'hui nous on a des clients sur la collecte. Les professionnels sont obligés depuis le 1er janvier 2024, donc il y a un an, de faire ce qu'on appelle le tri à la source. Donc avant le passage du camion de poubelle, ils doivent évacuer en fait de la poubelle d'ordures ménagères leurs épluchures, restes d'assiettes, restes de viande et tout ça. Et donc ils doivent faire appel à un prestataire pour ça. Il y a des collectivités comme Rennes par exemple qui proposent des services, alors parfois au détriment de collègues qui font la même chose que nous, mais en fait la plupart des collectivités disent nous on collecte jusqu'à tel volume. Par exemple à Strasbourg ils disent nous on collecte jusqu'à 50 litres par semaine parce qu'on considère que c'est un volume tenable par rapport à notre service, mais au-delà vous devez faire appel à un prestataire privé et vous devez payer pour la gestion de vos déchets parce qu'en fait ça coûte de l'argent à la collectivité. Et quand en fait c'est collecté par les poubelles d'ordures ménagères qui collectent aussi les citoyens chez eux, en fait on fait reposer sur des particuliers le traitement des déchets des professionnels qui vont générer beaucoup plus de volume de déchets, d'emballage et beaucoup de restes alimentaires, de préparation souvent dans les restos et de restes alimentaires dans la restauration collective. Donc aujourd'hui sur Amiens, la plupart des professionnels se font collecter, en tout cas en centre-ville, par la collecte d'ordures ménagères classiques d'Amiens Métropole. C'est en train de changer doucement, il y a des choses qui se mettent en place, ils ont une redevance spéciale, donc ils sont censés payer au-delà d'un certain volume et tout ça, mais c'est un peu long à se mettre en place et parce que c'est des changements d'habitude et qu'on demande de payer des choses en plus. Et voilà, en général personne ne veut payer de choses en plus, on veut toujours des services en plus mais on ne veut pas payer en plus. Et donc aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Et donc nous, nos interlocuteurs sur la collecte, c'est les pros de la restauration, quels qu'ils soient, collective, commerciale. Et après on travaille avec Amiens Métropole sur le déploiement des sites de compostage partagés par exemple, enfin des collectivités en général, pas que Amiens Métropole. Pour rendre accessible le compostage aux gens qui n'ont pas de jardin, par exemple, pour les particuliers. Mais quand tu dis tu travailles individuellement ou avec des associations de commerçants? Non, aujourd'hui, alors on a par exemple sur les établissements scolaires, on est en lien avec plusieurs établissements scolaires privés, donc qui font partie en fait d'un groupement, mais on travaille avec chacun. Il y en a qui ont plusieurs établissements scolaires, mais on va voir les professionnels, on les démarche, on leur explique ce qu'on fait, on leur explique leurs obligations, on leur explique aussi ce qu'ils risquent s'ils le font pas. Parce qu'aujourd'hui c'est pas encore beaucoup puni, mais il y a des collectivités quand même qui s'y mettent. Et donc ça, nous on a un travail de c'est ça, commercial autour de cette activité-là, comme la plupart de nos acolytes dans toute la France qui font ça aussi. Et vous êtes combien? On est 5 salariés et sur la collecte c'est à peu près 2 ETP, 2 ETP et demi selon les périodes. Parce qu'en fait on collecte tous les jours. On a une collecte le matin et l'après-midi tous les jours, sauf toujours de la semaine du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi. D'accord. Et la flotte c'est donc dédiée à l'activité, c'est combien de vélos? On a 4 vélos et 2 remorques à assistance. Et on a des après-midi où on dédouble la collecte. On a 2 collègues en même temps qui font la collecte. Cet après-midi, par exemple, c'est pour ça que j'ai pas le matériel avec moi. Ouais. Les collègues doivent avoir terminé, mais on collecte l'après-midi principalement les établissements scolaires. Et les vélos sont des biporteurs ou des tracteurs? Aujourd'hui, c'est des vélos juste avec des freins à disque pour freiner bien, même quand il pleut. Et on envisage l'achat d'un biporteur, là, c'est prévu pour pouvoir. Ça nous permettrait de rajouter 4 bacs à l'avant et d'optimiser un peu plus la collecte. Pour Bifast, qui s'y colle? Ok. Je te laisse. T'avais moins parlé que moi, mais allez. C'est pas grave. Du coup, Bifast, ça s'est fondé en 2020 et officiellement en 2021. Donc c'est une association qui fonctionne en coopérative de coursiers livreurs à vélo. Donc ça s'est fondé période post-Covid. Il y a eu beaucoup d'activités. Notamment, globalement, au début, il y a eu pas mal d'activités. Il y avait entre 5 et 7 coursiers, je sais pas si qui tournaient ensemble. Il y avait aussi pas mal d'activités sur du last mile, donc du dernier kilomètre, notamment pour DHL. En fait, peu à peu, ça s'est un petit peu tassé. Donc il y a eu moins d'activités en restauration. On a perdu le client
transporteur. Et donc on a un petit peu remonté le truc autour de ça. Là aujourd'hui, globalement dans notre chiffre d'affaires, on fait la moitié sur de la restauration, donc livraison à domicile de repas, et l'autre moitié sur de la livraison magasin. Donc ça va être des fleuristes, épiceries, ce genre de choses, quoi. Des meubles. Transporter un canapé ce matin. Allez, Oui. Sur l'Omnium, ouais, petit canapé. On diffusera des photos. Non, J'en ai pris. Bon, c'était pas un très gros canapé. Voilà. Et là, vous êtes deux. Là, actuellement, on est deux, effectivement. En fait, la dernière personne fondatrice a quitté Bifast en septembre. Il a déménagé à Nantes. Maintenant, il travaille avec les coursiers nantais et Now Food. Et donc du coup, là, on a une année 2025 où globalement, on fait en sorte de restructurer un peu nos activités pour fonctionner à deux. Là, on arrive à stabiliser à deux et là, on essaye de repartir sur un élan pour avoir plus d'activités, potentiellement embaucher une nouvelle personne. Parce que là, actuellement, on est deux plus une personne qui travaille en extra, vraiment sur les grosses journées, les grosses soirées. Et s'il y a des absences de notre côté, enfin voilà quoi. Et est-ce qu'il y a des ouvertures à Amiens avec des transporteurs? D'abord, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui font la cyclo-logistique du last mile à Amiens, à votre connaissance? Ouais, il doit y avoir... PP Transport, c'est fini, il le fait plus. Mais il y a un gars... Le gars de Géodis, ouais. Ouais, il y a un Ah gars ouais, de là, Géodis, il charge souvent rue Saint-Jacques. Donc là, c'est un Ouais, c'est transporteur qui a Ouais. ajouté Alors, voilà, plusieurs vélos à sa flotte. C'est ça, en gros. Alors je pense, j'ai pas beaucoup discuté avec lui, mais il me semble que lui, il est indépendant et il est prestataire de Géodis pour la livraison dernier kilomètre. France Express. Ouais. Et donc là-dessus, sur cet axe-là, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voyez des ouvertures? Alors c'est quelque chose qui nous intéresse. Pour l'instant, les ouvertures, on peut les voir, on les cherche pas plus que ça en ce moment. Mais effectivement, c'est en fait idéalement pour pouvoir avoir les épaules pour prendre un contrat transporteur, ce serait bien qu'on soit trois. Donc là, on essaye de faire la bascule sur d'autres créneaux pour ensuite potentiellement passer un temps partiel en temps plein si on avait un contrat transporteur, quoi. Merci. Louis? C'est bien avec un micro. Tu peux me rappeler la question parce que on a tellement parlé depuis tout à l'heure. C'est l'activité. Présenter l'activité, Ouais. comment c'est passé au vélo, quelle a été la motivation. Ok. Donc moi l'activité effectivement j'ai démarré en 2018 où je faisais que de l'électricité, ensuite j'étais associé quelques temps et puis là je suis reparti depuis 1 an et demi tout seul à faire électricité, plomberie, placo. Voilà, c'était une grosse frustration moi depuis le début de l'activité d'être obligé de prendre un camion pour me déplacer et voilà donc rapidement j'ai commencé à laisser le camion sur le chantier et puis faire les allers-retours sur le chantier en vélo. Voilà, avec toujours dans la tête l'idée de me dire un jour il faudra que je trouve une solution pour passer complètement en vélo. Et puis le quotidien faisant, on prend jamais le temps de se pencher sur la question. Et puis il y a 2 mois j'ai croisé par hasard le plombier qui est à vélo sur Amiens. Du coup je l'ai arrêté, je dis t'as 5 minutes on peut discuter. Donc on a commencé à discuter un peu et tout ça. Puis je suis reparti en me disant mais en fait c'est trop con, faut vraiment que je m'y mette. Donc la semaine d'après j'ai commandé une remorque, j'ai dit allez c'est bon je m'y colle et puis voilà. Et franchement c'est que du bonheur quoi. C'est un peu plus ça nécessite plus d'organisation parce que avant c'est la facilité, on a tout dans le camion donc on n'a pas de questions à se poser et voilà. Là le matin il faut quand même se demander ce dont on va avoir besoin et voilà. Mais en fait j'ai fait le constat assez rapidement qu'en fait dans la journée on n'utilise pas tant d'outils que ça, donc finalement on peut assez facilement s'organiser. Puis quand je fais des chantiers de rénovation qui souvent, enfin les chantiers les plus courts, ils durent souvent 1 semaine, donc en fait si on n'a pas le temps de finir l'électricité aujourd'hui, on peut peut-être passer au placo et puis finir les legs demain et reprendre ce qu'il faut demain. Enfin voilà, on arrive à s'organiser pour avancer quoi. Malgré tout, je suis obligé quand même de conserver un camion parce que les chauffe-eau, le placo, etc. c'est quand même compliqué à vélo. Donc voilà, mais là sur le petit recul que j'ai, là je suis à 80% des trajets à vélo, donc je suis assez content pour l'instant. Voilà,
Ta zone de chalandise, elle est importante? Tu as des déplacements importants? Enfin, quand tu dis que tu es sur un chantier, tu te déplaces pas toute la journée. Non. Et puis, alors, enfin, quasiment tous les chantiers que j'ai, c'est sur Amiens, quoi. Je suis rarement, voilà, quelques fois en dehors d'Amiens, vraiment les villes limitrophes, mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, Alors c'est récent, mais tu as mesuré le nombre de kilomètres que tu parcours en moyenne ou ouais, là, sur le mois de mars, j'ai été à 365 km, je crois, sur le mois ou un truc comme ça. Donc, voilà, ça reste tout à fait gérable en vélo. Enfin, c'est pas. Donc c'est sûr qu'on réfléchit plus, on s'organise plus, on passe pas chez le fournisseur tous les matins en disant bah c'est pas grave, je vais rechercher une bricole machin. Voilà. Là on fait une liste et puis on y va une fois dans la semaine et d'autant qu'on se rend donc compte assez rapidement, on réalise moins en étant en camion, mais que la ville est vraiment faite pour les voitures et que les fournisseurs ils sont tous en périphérie dans des zones de préférence en hauteur. donc effectivement ça fait vite des kilomètres et donc voilà mais. Non, ça se fait bien. Et puis moi, il y a un truc, c'est quand je rentre le soir en camion, je suis énervé parce que je me suis tapé la circulation. Je rentre le soir à vélo, même s'il pleut, j'ai la banane, quoi. Je suis content, quoi. Ouais. Bonjour, monsieur. Quand tu as fait ce mouvement, est-ce que l'équipement, par exemple, c'est toi tu t'es inspiré de la personne que tu as croisée ou comment tu as choisi? Non, en fait, l'équipement, je suis pas à l'équipement idéal que je souhaiterais. J'aurais souhaité avoir un vélo cargo, mais j'habite dans Amiens, dans une maison amiénoise, donc sans garage, avec la maison qui donne sur la rue. Et le garage où je stocke mon matériel, il est quand même à 10 minutes de chez moi. Donc concrètement tous les matins me taper 10 minutes pour aller rechercher le vélo cargo et le soir le remettre, etc. Enfin ça devient assez compliqué, donc j'ai opté pour la remorque qui me permet le soir de replier la caisse qui est sur la remorque, de mettre la remorque soit dans la maison soit dans le camion et puis de rentrer mon vélo chez moi tranquillement, quoi. Voilà. Donc c'est... Et tu as trouvé facilement ce fournisseur ou ce... Oui, alors je suis un peu un grand malade de vélo, donc je suis toujours en train de regarder des trucs, donc ça fait longtemps que j'avais repéré ce type de remorque. J'en ai parlé avec un copain qui transporte aussi beaucoup de trucs à vélo et qui m'a confirmé qu'effectivement c'était un truc qui était franchement costaud et qu'il faisait. Donc voilà, ouais, effectivement j'ai trouvé facilement parce que c'est un truc que j'avais déjà regardé depuis un moment, quoi. Je posais la même question que Léo de Bifast. Le last mile, c'est quelque chose auquel vous pensez ou est-ce que vous êtes sur une activité et vous n'avez pas l'intention de l'élargir malgré peut-être une maîtrise de l'outil vélo cargo, etc. Pour faire de la livraison, éventuellement. Non, aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage. On avait eu une proposition, enfin en tout cas on nous avait posé la question sur la collecte éventuelle de cartons, ce genre de choses, parce que ça s'est fait dans d'autres collectivités. Mais nous c'est pas le même exutoire, c'est pas la même façon de gérer, c'est pas la même réglementation. Et du coup ça complique un peu tout. Aujourd'hui on a dimensionné notre matériel, on a des caisses de 33 litres qu'on sangle directement sur la remorque. Les quelques fois où on a eu des vrais gros problèmes de matériel, où on a dû collecter en voiture parce que problème de moteur dans la roue avant et impossibilité de le faire à vélo ce jour-là, et nous les déchets s'accumulent, donc on peut pas, on voit quand les éboueurs font la grève à Marseille, donc on collecte de toute façon, et c'est arrivé 2-3 fois qu'on le fasse en voiture en 5 ans, et en fait on en met moins dans une voiture, quoi. Alors aussi parce qu'on n'a pas des voitures adaptées pour ça, on aurait des utilitaires, ce serait différent, mais de fait, quand on utilise une voiture, c'est vraiment plus galère. Et non, aujourd'hui, y a d'autres qui peuvent le faire, et du coup, c'est pas forcément notre créneau. Non, nous, on cherche plutôt à étendre le volume de déchets qu'on collecte pour en valoriser davantage. Et donc ça fait partie de nos perspectives pour les mois et les années à venir. Et sur le matériel, nous, on a démarré avec des remorques qu'on a fabriquées nous-mêmes. Les 2 premières remorques, la première on pouvait mettre 4 bacs de 33 litres dessus, elle était un peu haute sur roue et il fallait prendre les trottoirs un peu doucement, sinon on renversait. Et j'ai jamais été aussi fit que quand je collectais en vélo, forcément sans assistance. Et après on est passé avec un vélo à assistance à l'avant avec la remorque qui n'était pas assistée, mais c'était un vélo cargo, un baboué, et en fait qui était trop haut. Olivia, c'est quelqu'un qui était pas très grande, et du coup elle galérait, et physiquement c'était dur, quoi, ça faisait mal et tout, ça n'allait pas. Et donc là, le fait de passer sur des vélos où on peut avoir chacun un peu un vélo de notre taille et du coup la remorque qui pousse, en fait c'est un bon compromis pour nous. Ok. Le point coopération, d'abord,
vous connaissez puisque vous partagez les mêmes locaux, c'est un mode de coopération. Est-ce qu'il vous arrive de travailler ensemble? Est-ce qu'il vous arrive de vous échanger des clients ou d'intervenir ensemble sur des missions? Non, pas vraiment. Avec Antoine qui a créé Bifast, on était dans le même incubateur et du coup on s'appelait de temps en temps et on échangeait. En fait, au moment où lui développait avec les autres l'activité de Bifast, nous on n'était pas en capacité d'accueillir beaucoup de clients d'un coup. Quand vous avez commencé à faire de la livraison pour des restaurateurs, on n'était pas forcément en capacité de répondre à leurs demandes à ce moment-là. Donc il y a eu des tentatives de coopération. Après, on a un groupe WhatsApp qui n'est pas hyper actif. On avait commencé à travailler sur un plaidoyer sur de la cyclo-logistique à Amiens il y a au moins un an et demi, qui n'a pas encore vu le jour. On a été un peu accompagné par les boîtes à vélo pour ça. Mais voilà, ça n'a pas été au-delà. On se croise des fois en comité technique vélo quand on arrive à y aller ensemble. Mais c'est pas, enfin en tout cas avec Bifast. Mais après voilà, on n'est pas très nombreux on se croise, on se dit bonjour et tout. On a acheté des sangles avec les recyclettes et on a proposé à d'autres de partager une commande parce que voilà, mais c'est des balbutiements, il pourrait y avoir plus. Et après on partage des locaux avec Bifast. Nous on avait un local, ils cherchaient une solution et du coup on leur sous-loue la moitié de notre local de stockage parce que voilà, nous c'était trop grand et ils avaient besoin d'espace et du coup ça marche bien. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça va pas au-delà pour le moment. Au-delà de la rencontre avec ce plombier qui a été le déclencheur, est-ce que tu as reçu ou sollicité et reçu de l'aide ou de l'assistance de personnes qui étaient déjà pro à vélo? Est-ce que c'est un besoin que tu as ressenti ou pas vraiment? Alors là, moi pour l'instant, j'avais sollicité un peu les boîtes à vélo. J'ai eu quelques échanges avec quelqu'un a priori au niveau national. Pour l'instant, j'ai pas réussi encore à choper le contact au niveau local. Mais oui, moi ça m'intéresserait effectivement d'avoir des ressources. Des ressources de gens qui bossent à vélo effectivement et dans mon secteur d'activité ce serait intéressant, mais pour l'instant j'ai pas encore mis à part le plombier qui est à vélo, sinon c'est tout quoi. Et justement la connexion avec les boîtes à vélo, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui d'après vous gagnerait à être développé? Les boîtes à vélo étant un mouvement associatif, une association, c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'implication et du travail des membres quoi, en fait. À part sur certaines zones géographiques où il y a la possibilité d'avoir un chargé de mission. Mais sinon, oui, l'initiative repose sur la disponibilité et l'envie et les associations locales, quoi. Enfin des entreprises locales. Nous, on a adhéré aux boîtes à vélo pour la première fois là, cette année en janvier. D'accord. Boîte à vélo de France, du coup. Oui. Suite notamment au travail qui a été fait d'accompagnement. Enfin, moi, il m'avait un peu convaincu sur le fait qu'il y avait un intérêt de coopérer avec eux là-dessus. Et c'est vrai qu'on reçoit une newsletter tous les 3 semaines, je crois, tous les mois. Et il y a quand même des infos intéressantes de financement. Là, il va y avoir l'Assemblée Générale bientôt. En fait, j'apprends des trucs et donc ça m'apporte ce truc-là. Après, créer une antenne locale, on s'était posé la question. Mais pour le moment, personne n'a forcément... Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas envie de porter ça. Ça prend du temps et tout ça. Donc, pour le moment, la question pour nous, recyclette, c'est pas encore posée. Mais s'il y avait une ambition locale de créer ça, pourquoi pas? Enfin, on serait partant. Vous n'êtes pas adhérent au boîte à vélo? Ah oui. Parce que nous, du coup, on n'a pas forcément effectivement de lien avec d'autres travailleurs et travailleuses à vélo au niveau local. Par contre, on fait partie d'une fédération qui s'appelle Copcycle. Donc en fait, c'est un logiciel de cyclo-logistique qui est libre et qui est mis à disposition par une coopérative et qui impose en fait à ses membres d'être aussi sur le modèle coopératif. Et donc nous, pour l'instant, la majeure partie de la coopération avec d'autres travailleurs et travailleuses à vélo, elle se fait au niveau national avec justement d'autres coopératives de coursiers. Donc là ça fait pas longtemps parce qu'on fait des AG tous les ans avec Copcycle, mais maintenant il commence à y avoir un pôle commercial à Copcycle qui démarche en fait des clients au niveau national pour ensuite les dispatcher sur les différentes coopératives. Donc là ça commence c'est les balbutiements de ce pôle là, mais ça commence à porter ses fruits et au-delà de ça il y a évidemment la mutualisation des moyens, des savoirs, des choses comme ça, et c'est très, très intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu nous en termes de coopération, c'est un petit peu ça
vers lequel nous on se dirige pour l'instant, mais évidemment ce serait intéressant de s'intéresser aux boîtes à vélo et de se faire des trucs au local, évidemment. On fait aussi partie d'un réseau qui s'appelle Cycle Organique, qui est un réseau d'acteurs du compostage à vélo qui font la même chose que nous, qui font de la collecte avec au moins une partie de leur activité à la fois collecte à vélo et compostage. Donc nous on est sorti un peu du cadre avec la méthanisation, mais ça fait quelques années que ça existe et du coup ça permet pareil, on a des rencontres une fois par an, on a des liens, il y a des financements, enfin il n'y a pas des financements pour nous, mais le réseau est financé par l'ADEME notamment, ce qui permet d'accompagner de nouveaux porteurs de projets pour qu'il y ait des gens qui se lancent à vélo sur cette activité-là, qui a des spécificités aussi de réglementation particulière. Et donc ça, ce réseau-là, il nous apporte aussi beaucoup. C'est national ? C'est national, ouais. Okay. Et ils ont une chargée de mission à temps partiel, en tout cas, qui est salariée d'une autre structure de réseau. Et en fait, eux, ouais, ça nous aide vachement à échanger sur le matériel. On a des sujets de discussion, etc., qui permettent d'avoir vraiment des éléments intéressants. Ils travaillent sur un document pour que les gens qui veulent se lancer aient un dossier en fait un type de à quoi il faut penser en termes de ce qui peut vous aider en termes de matériel, quoi choisir, quelles questions se poser. Et donc ça aide vachement à développer nos activités aussi. Et Louis, est-ce que tu as considéré, peut-être que tu l'es déjà, mais une adhésion aux boîtes à vélo par exemple, est-ce que tu en es Non, mais là en fait j'attendais moi d'avoir un contact au niveau local pour déjà pouvoir un peu échanger avant d'adhérer, mais oui c'est un truc que j'envisage, je trouve toujours intéressant d'échanger à titre perso pour le vélo perso, je suis adhérent à Véloxygène ici sur Amiens, plutôt actif. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'être à plusieurs fois sur une problématique quoi, Oui, effectivement. Alors on l'évoque là. On avait invité de Véloxygène, mais il se trouvait qu'aujourd'hui personne n'était disponible parce que c'est un acteur important de la vie cyclable à Amiens. Et qui aurait sans doute des choses intéressantes à nous dire, mais on les invitera pour 2026. Pour le 2026. Ok. Un autre point là-dessus, non ? C'est bon. Okay. Non, je pense qu'on a fait le tour. Super. Alors, on va arriver progressivement au terme de cette émission. On a l'habitude de terminer par un tour de table où chacun exprime ce que sont aujourd'hui sa vision, ses perspectives à court et peut-être moyen terme pour son activité, comment les choses se présentent. Donc pour Bifast, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, tu peux préciser un peu les enjeux. Ouais, là pour Bifast, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on arrive à retrouver un équilibre avec le format qu'on a actuellement à 2 plus un extra. Maintenant, du coup, ça va être effectivement de mettre un coup de pédale un peu plus difficile pour passer à 3 personnes en permanent, et donc du coup pour ça il faut qu'on trouve des clients, etc. Là on commence à activer une collecte de dons qui fait aussi office plus ou moins d'abonnement pour les gens qui commandent régulièrement sur la food. Donc on donne des livraisons gratuites en échange de dons mensuels, des choses comme ça. Donc là j'ai reçu les flyers hier d'ailleurs. Et du coup on commence à activer un petit peu ça et voilà. Et sinon donc ça c'est vraiment le court terme quoi, et puis à long terme conquérir Amiens. J'ai une question qui me vient. Comment se passe la cohabitation ? Tu parlais des livreurs des plateformes tout à l'heure. En plus, il se trouve qu'on est dans la ville Amiens. C'est une coïncidence, mais dans laquelle réside. C'est Abou Sangaré, c'est ça l'acteur qui a joué le rôle l'histoire de Souleymane. Ouais, tout à fait. Ouais. Comment se passe la cohabitation avec les livreurs à vélo qui vous voient, ou est-ce que d'abord est-ce qu'il y a des contacts, est-ce qu'il y a une notion de confrérie, ou est-ce que de conflit ? De conflit, non, absolument pas. Il y a des contacts dans le sens où on se salue, on se reconnaît en fait comme il y a un côté un peu corporatiste mine de rien dans aussi le métier de coursier, qui est peut-être un petit peu galvaudé par le fait même qu'il travaille pour des plateformes, mais je pense qu'on connaît la difficulté du métier et ce qu'il impose. Donc nous, quand on croise
des coursiers des plateformes, bah, évidemment on est cordial. On le voir des fois, moi ça m'est arrivé d'en dépanner un qui avait un souci avec sa chaîne. J'étais pas en course, donc je me suis arrêté sur le côté, je lui ai filé un coup de main. Donc non, c'est... Après c'est justement dans ce côté un petit peu fractionné qui est vraiment le gros problème de l'uberisation en réalité, c'est que c'est très difficile d'avancer ensemble vers eux pour faire un truc. Voilà, ça fait un bout de temps sur Amiens. Donc c'était Antoine qui nous a qui est parti à Nantes là, qui avait émis le fait d'ouvrir une maison des coursiers sur Amiens. Donc là pour l'instant je pense que c'est dans une pile de dossiers à la mairie et que ça doit prendre la poussière. Les dernières nouvelles qu'on avait eues, c'est qu'ils avaient missionné 2 personnes pour aller justement voir ce qui se faisait à Bordeaux et à Paris. Mais on n'a pas de... Peut-être qu'ils sont restés là-bas, ils se sont dit c'est vachement plus cyclable là-bas. Non mais voilà, du coup on attend un petit peu des nouvelles de ça et puis on aimerait bien un petit peu pousser ça. Mais c'est très difficile en fait aussi de mobiliser en fait ces travailleurs et ces travailleuses-là. Parce que justement il y a ce côté où ils ont un peu tout le temps une épée de Damoclès sur la tête. On a vu comment ça s'est passé dans les années 2018-2019 où il y a eu des grèves là-bas et où il y a eu vraiment des saillies en fait dans la force de travail. Enfin, ça a été une sacrée hécatombe. Et donc du coup je suis pas très optimiste là-dessus, mais on va voir effectivement comment on peut avancer pour plus travailler avec eux en tout cas. Ok. Merci. Louis, perspective 2025 et au-delà. Perspective 2025, moi le carnet de commandes il est déjà rempli quasiment jusqu'à la rentrée. D'accord. Donc ça roule. Non, après ça va vraiment être de pérenniser dans la durée l'activité à vélo. Enfin, moi je suis vraiment parti à vélo, je pense que j'en ai un peu en arrière. Voilà, peut-être réfléchir tranquillement, essayer de trouver un garage dans le coin pour passer sur du vélo cargo et puis avoir un truc qui soit un peu plus adapté. Ce serait peut-être ça l'objectif. Après je suis dans un métier où on est toujours en train de courir, il y a toujours un milliard de trucs à faire, on n'a pas le temps de tout faire, donc je suis aussi réaliste en me disant que voilà, on verra aussi ce que j'ai le temps des sujets sur lesquels j'ai le temps de me pencher. Il y a une volonté de rester solo ? Volonté de rester solo, oui. J'ai été associé pendant 3 ans. Voilà, ça m'a apporté plein de choses, mais j'ai pu aussi voir les complications que c'est de réussir à travailler ensemble, avoir les mêmes objectifs, les mêmes rythmes et compagnie. Enfin, moi j'ai un objectif de privilégier ma vie perso, mon confort de vie, ma qualité de vie au travail et tout ça, et pas forcément la rémunération. Donc c'est pas forcément peut-être un peu plus particulier que les autres collègues du bâtiment. Donc pour l'instant je suis parti tout seul et très bien tout seul. Ok, super. Merci. Après ça m'empêche pas de collaborer, j'ai plein de collègues avec qui je bosse et qui ont collaboré régulièrement. Merci. Joséphine ? Nous, on avait une grosse échéance l'année dernière avec l'obligation du tri à la source et on a eu beaucoup de démarrage d'activités ou de nouveaux clients sur la collecte, notamment fin 2023 et début 2024. Moi, j'étais coordinatrice jusqu'en décembre. J'ai fait le choix d'échanger avec mon CA, et donc nous, on est une asso, parce que j'aspire à ralentir mon rythme de travail. C'était très très dense. Et donc, on a recruté quelqu'un sur la coordination, Charlotte, qui est arrivée au mois de décembre, donc qui a pris là les rênes de l'asso. Depuis, on a eu un temps de passation assez important et depuis janvier, c'est vraiment elle qui gère globalement les galères parce que ça consiste un peu en ça, la coordination, pas que, mais depuis janvier, ça a été pas mal de galères. Et du coup, voilà, moi, je passe un peu la main aussi sur la stratégie et tout ça, mais là, aujourd'hui, les ambitions, c'est de poursuivre l'activité de collecte, de la développer un peu, déjà pouvoir répondre déjà aux sollicitations qu'on a, la développer avec des nouveaux clients sur la collecte et du coup potentiellement d'avoir quelqu'un à mi-temps en supplément sur la collecte, voire un peu plus en fonction de comment ça évolue. Après sur les autres activités, de continuer à développer la partie compostage partagé, les ateliers, et on voudrait se développer aussi sur la partie formation, c'est ma nouvelle mission, développer la partie formation du coup sur tout ce qui est gestion de proximité des déchets et transition écologique. Tout ça est chapeauté par une seule et même structure, et tu parles d'une structure associative.
Qu'est-ce qui fait ce choix et est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou est-ce que vous envisagez une évolution de la forme juridique de la... Sur l'association, en fait, moi, avec Olivier, au départ, l'idée c'était un projet collectif. Et du coup, on n'a pas été, nous, dans le CA, on avait mobilisé des gens autour de nous, dans nos proches principalement, mais aussi des gens qu'on avait rencontrés sur des soirées de groupe de travail et tout ça. Au départ, il n'y avait que 3 personnes au CA, petit à petit on est monté, là on est 9, il y a 9 personnes au conseil d'administration, et ça permet du coup de pas prendre les grandes décisions tout seul, d'échanger sur les caps stratégiques, d'avoir une prise de recul. Et du coup, c'est beaucoup moins inquiétant aussi que d'être tout seul responsable de 5 salariés, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et puis qu'il y a des dimensions aussi politiques liées à nos activités de plaidoyer, d'échange avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Et puis parfois, il peut y avoir des tensions avec des partenaires ou avec des accords. Donc il y a aussi ces trucs-là à gérer. Et donc c'est bien de pouvoir se tourner vers son CA et de dire là, j'ai besoin d'un soutien là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc le conseil d'administration, il y a ça. Et sur le compostage partagé, on est une association et en fait on a des bénévoles qui gèrent dans les quartiers les sites de compostage partagé. Donc c'est des référents et référentes de sites. Ils sont plus d'une centaine alors principalement sur Amiens Métropole, mais aussi dans le Vimeux, dans la Somme, un peu plus à l'ouest. Et en fait, sans eux, il n'y aurait pas autant de déchets qui seraient valorisés. Il y a 31 sites sur Amiens Métropole, mais il y en a 36 sur la Somme, 37. Et en fait, c'est beaucoup de volume de déchets, beaucoup plus que ce qu'on collecte à vélo. Je crois que c'est 290 tonnes l'année dernière valorisées. Et ça, c'est de la matière qui est valorisée par les gens. Ils récupèrent le compost, ils l'utilisent dans les jardins, etc. autour, et ça passe plus par un camion. Et c'était aussi ça l'idée, c'était de sortir ces déchets-là de la poubelle pour qu'ils retournent au sol au plus vite, au plus près. Une structure coopérative, c'est quelque chose... On y a réfléchi au départ, de passer de l'association à la société coopérative d'intérêt collectif. C'est toujours une réflexion qui flotte. Pour le moment, c'est pas encore... Il n'y a pas de date. Voilà. C'est pas neutre, effectivement, en termes d'organisation. C'est pas neutre et puis oui, ça a aussi un coût de changer de statut. Ça a un coût aussi, et en fonction aussi des financements dont on dépend. Ça modifie. Et puis ça demande, faut arriver à la fin quand on a des financements sur plusieurs années, il faut attendre d'être arrivé à la fin pour pouvoir modifier. Donc pour le moment, moi j'avais envie de passer la main, donc là on laisse Charlotte prendre ses marques, travailler avec le conseil d'administration, et je pense qu'elle amènera d'autres choses aussi là-dessus. Et c'était important pour moi aussi, notamment dans l'esprit projet collectif. Quand on a fondé un projet, il y a toujours ce moment où peut-être on s'en va, et cette transition-là, elle peut se faire en douceur, et c'était un peu ce qu'on souhaitait avec le conseil d'administration, que c'est pas parce que Joséphine s'en va que les recyclettes s'arrêtent. Et du coup, petit à petit, je passe la main, je fais autre chose, et je finirai par aller faire autre chose complètement. Mais du coup, ça permet de le faire en douceur, quoi. Super. Un mot pour rajouter à ce que nous a déjà expliqué. Oui. Ouais, non, j'ai pas trop grand chose à rajouter en plus, comme Léo il a dit. C'est bien, après, nous, là, cette année, qu'on ait réussi à stabiliser le truc, aussi pour prendre du temps, pour prendre les outils en main, se former sur la gestion de Bifast, que Antoine gérait tout seul, ou quasiment jusque-là. Et donc c'est bien qu'on ait réussi à stabiliser, je pense qu'on y voit plus clair déjà par rapport au moment où on a repris le truc. Mais ouais, après, réussir à trouver des nouveaux contrats pour s'agrandir, pouvoir avoir des livreurs en plus. Moi, et conquérir à bien. Exactement. Une convergence de vues. S'il faut aller sauver tous les livreurs Uber et puis les embaucher, moi, je suis pas contre. On en voit souvent, il y en a qui bossent bien. Ouais. Il y en a qui bossent très bien, oui, c'est vrai. Merci à tous pour votre temps. Et puis pour ces échanges, j'espère que vous avez pris plaisir en tout cas moi j'ai plaisir à l'animer et à entendre ce que vous avez dit à partager. Un petit mot de conclusion face à la caméra qui a toujours un petit peu de batterie avec les quelques gouttes de jus qui restent. Merci de nous avoir suivis. Donc on était toujours autour du vélo cargo. Donc là on avait grand luxe, on avait plusieurs vélos cargo, on avait un Omnium, on avait un Bullet ici, un Omnium derrière, un magnifique Radior sous postal. On se retrouve quand maintenant ? Eh bien dans 2 ou 3 jours, quand nous serons à Reims. On va avoir 2 étapes
à Compiègne et juste avant Reims, où il n'y aura pas de réunion avec des invités, il n'y aura pas d'émission autour du vélo cargo. Donc notre prochain rendez-vous sera à Reims. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, lafranceavelocargo.fr, c'est le site. Merci pour votre, je ne sais pas si on peut dire fidélité, c'est des choses qu'on dit dans les médias. En tout cas, partagez, faites savoir que partout en France, il y a des gens qui travaillent sur des vélos cargo, ça marche, ils vous en ont fait le témoignage ce soir, et on va continuer à vous les faire rencontrer tout au long de ce Tour de France. Merci et à très bientôt.